Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo filmographie de réalisateurs. N'hésitez pas, après avoir vu cette vidéo, à aller voir les précédentes filmographies de réalisateurs que j'ai faites. J'en ai fait 12 je crois avant celle-là. Et pour la prochaine, c'est à vous de décider. Vous votez en commentaire. Vous avez le choix entre le réalisateur français Albert Dupontel et le réalisateur canadien Xavier Dolan. On va encore parler d'un réalisateur français. J'ai déjà parlé de Luc Besson, de la bande à Fifi. Et du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer à sûrement le meilleur réalisateur français de films français, parce que Besson, c'est pas des films français, hein, même si officiellement ils le sont. Voilà. C'est un réalisateur qui n'a pas réalisé beaucoup de films, il en a réalisé 7,5, on va dire. Je n'ai pas pu voir son premier film, c'est pour ça qu'il ne sera malheureusement pas dans le classement à la fin de la vidéo, enfin en deuxième partie de vidéo. Pourquoi je dis qu'il a réalisé 7 films et demi? Parce qu'en fait il y a un film qui fait partie de sa filmographie mais qu'il n'a pas réalisé seul, c'est pour ça que j'en parlerai pas dans cette vidéo non plus. C'est le film Les Infidèles où il y a vraiment beaucoup de réalisateurs différents. Je parle donc depuis tout à l'heure du réalisateur Michel Hazanavicius. Et du coup c'est parti, on va passer en revue ces 7 films, les 7 films qu'il a réalisés. Suite à quoi on passera à mon top 6 du coup de ces films. Et c'est parti. Il y a donc un peu plus de 20 ans, Michel Hazanavicius démarre sa carrière au cinéma. En effet, ce désormais grand homme avait déjà à l'époque prêté ses talents dans le monde de la télévision, mais il se tournera finalement vers le grand écran avec le film Mes Amis en 1999. Ce film raconte l'histoire d'un producteur de sitcom du nom d'Eric, joué par Yvan Attal, et de son acteur phare, Fred, interprété par Serge Hazanavicius. Une nuit, les deux hommes participent à un jeu érotique avec une call girl qui se terminera malheureusement très mal pour cette dernière. En effet, la demoiselle est retrouvée morte par Eric et Fred qui décident de ne rien dire à la police avant de se rendre compte qu'une troisième personne est au courant de tout. Après un premier film qui, on ne va pas se mentir, est loin d'être resté dans les annales du cinéma français, Michel Hazanavicius retourne derrière une caméra 7 ans plus tard avec un projet bien plus ambitieux, faire revivre la célèbre saga littéraire et cinématographique française OSS 117. Il réalise alors le film OSS 117, Le Caire nid d'espions, en 2006. En 1955, alors que le Caire vit une période des plus dangereuses, le président de la République française, René Coty, y envoie son agent secret le plus compétent, et non, il ne s'agit évidemment pas de James Bond, mais de son alter ego français, un certain Hubert Bonisseur de la Batte, dit OSS 117, incarné par l'inimitable Jean Dujardin. Son film d'espionnage complètement décalé s'avérera être un énorme succès, et le metteur en scène s'empresse de s'occuper d'une suite qu'il réalisera bien évidemment, en plus de cette fois-ci l'écrire. En 2009 sort alors en salle le film OSS 117 Rio ne répond plus, qui se déroule 12 années après le premier film, et dans lequel nous retrouvons toujours notre bon vieux Hubert Bonisseur de la Batte, aka OSS 117, à nouveau incarné par Jean Dujardin. Et cette fois ce n'est pas au Caire que l'agent séducteur doit se rendre, mais à Rio, au Brésil, où sa mission consistera à retrouver un microfilm compromettant pour l'État français, qui est en la possession d'un nazi. Suite à cela, Michel Hazanavicius, passionné par le cinéma depuis toujours, a comme fantasme puis comme projet la réalisation d'un film qui serait un hommage aux premiers pionniers du 7e art, plus précisément les films muets. Cependant, un film muet en noir et blanc et en 4 tiers n'attire pas grand monde, mais sera tout de même rendu possible par Thomas Langman, qui produit alors le film The Artist en 2011. L'histoire est complètement fictive, se déroule en 1927 à Hollywood, et suit l'aventure, ou plutôt la mésaventure, de Georges Valentin, joué de nouveau par Jean Dujardin, une vedette du cinéma muet qui, au départ, n'a rien à envier à qui que ce soit. En effet, tout sourit à cet acteur avant que n'arrivent les premiers films parlants, qui vont peu à peu servir de frein, voire d'arrêt à sa carrière. Après un triomphe aux Oscars pour le réalisateur français qui reçoit la statuette de la meilleure réalisation en 2012 pour son dernier film, Michel Hazanavicius poursuit évidemment sa carrière en mettant en scène cette fois un film en couleur et même avec des paroles. Plus sérieusement, car son prochain film n'a rien de drôle, The Search, qu'il réalise en 2014, se déroule en 1999 pendant la seconde guerre de Tchétchénie et suit le périple de Hadji, interprété par Abdul Kalim Mamoutsiev, un petit garçon tchétchène de 9 ans qui voit malheureusement ses deux parents mourir devant lui. Hadji parvient cependant à s'enfuir et rencontre par hasard une militante nommée Carole, jouée par la sublime Bérénice Bejo. Une relation remplie de valeurs va alors naître entre ces derniers, en sachant que le film suit en parallèle l'évolution d'un jeune soldat russe du nom de Kolia, incarné par Maxime Emelianov, un jeune homme bien plus lié à Hadji que vous ne le penserez. 3 ans plus tard, alors que le metteur en scène vient d'enchaîner 4 énormes succès, quelque chose de très rare pour un réalisateur évoluant dans le monde du cinéma français, et après avoir réalisé une comédie, 2 films d'espionnage, un film muet et un film de guerre, Hazanavicius se lance dans la réalisation d'un biopic. Son nouveau film, Le Redoutable, sorti en 2017, raconte donc l'histoire d'un certain Jean-Luc Godard, ici joué par Louis Garrel, pionnier du cinéma français, en 1967, année où le réalisateur tourne son film La Chinoise. Malheureusement, le film mettant en vedette la femme qu'il aime, Anne Wiazemski, incarnée par Stacy Martin, est assez mal accueilli par la critique, ce qui provoquera chez Godard une réelle transformation. Autrefois réalisateur star, Jean-Luc Godard deviendra peu à peu quelqu'un d'incompris et de mal aimé. Et terminons par ce qui est pour l'instant le dernier film de Michel Hazanavicius, une comédie d'aventure à gros budget,
oui, vous m'avez bien entendu, nommé Le Prince oublié, sorti dans les salles obscures en 2020. Ah bah non du coup, je recommence. Sorti en VOD en 2020. GB, interprété par Omar Sy, a pris l'habitude de raconter une histoire à sa fille Sophia, jouée par Kayla Falla et Sarah Gay, tous les soirs. Des histoires mettant toujours en vedette un prince et une princesse, la princesse étant Sophia elle-même et le prince étant son père. 3 ans s'écoulent et Sophia n'a plus aucune envie d'écouter les histoires de son père, ce que ce dernier aura du mal à accepter, d'autant plus que dans le monde du prince, ce dernier comprend rapidement qu'il a été abandonné et oublié par Sophia. GB de son côté et le prince du sien vont alors tout mettre en œuvre pour remettre les choses en ordre. Voilà, j'en ai fini avec la filmographie de Michel Hazanavicius. Vous voyez qu'elle est pas extrêmement fournie en termes de nombre de films, mais comme on dit, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité, et tous ces films sont très bons, je trouve. On va voir ça en détail, mais même le 6e film, parce que oui, j'ai pas vu son premier film encore une fois, même le 6e film, le film que j'ai mis en 6e place dans le classement, je l'aime beaucoup, voilà, tout simplement. Ça me fait mal, mais j'ai quand même dû mettre à la dernière position du coup le film Le Redoutable. Merci. On dit pas merci à un flic. Tu lui dis crève sa rogne, enculé. Je te prendrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'était ça qu'il fallait lui dire, rien d'autre. Certes, Le Redoutable est pour moi son moins bon film, mais on peut quand même y retrouver la meilleure performance incontestablement de tous les acteurs ayant joué dans un film de Michel Hazanavicius, à savoir ici Louis Garrel qui joue Jean-Luc Godard. Louis Garrel qui a d'ailleurs été nominé cette année-là au César du meilleur acteur, qui ne l'a pas gagné, c'est un putain de scandale. Il imite parfaitement Jean-Luc Godard, parce que oui, il se contente pas de jouer Jean-Luc Godard, il l'imite. La manière dont Louis Garrel parle du début à la fin du film, c'est absolument hallucinant. Il adopte la voix de Godard, il adopte également ses mimiques, son comportement, ses tocs, enfin bref, c'est une interprétation parfaite de la part de Louis Garrel. C'est vraiment un Jean-Luc Godard plus vrai que nature qu'on a dans le film, et c'est génial parce que c'est un biopic, donc c'est mieux. Le personnage de Jean-Luc Godard est assez bien exhibé, j'ai envie de dire, dans le film, est assez bien exploité, même si je trouve que Michel Hazanavicius manque un peu d'objectivité en le développant, parce que mine de rien, c'est pas un personnage auquel on peut vraiment s'attacher à 100%, mais pourtant, voilà, là, il y a très peu de scènes de disputes, de querelles qui sont données du point de vue d'un autre personnage que Godard, et du coup, on a l'impression que pour Hazanavicius, c'est toujours Godard la victime, alors que bon, voilà, faut pas être Einstein pour deviner que c'est pas vrai. C'est très rarement lui la victime dans l'histoire. Et ce que raconte le film est globalement intéressant. On y apprend des choses. On y apprend, enfin voilà, on comprend parfaitement qui est le personnage de Jean-Luc Godard, parce que mine de rien, Jean-Luc Godard, c'est vraiment ici, en tout cas, un vrai personnage, hein, c'est pas que un réalisateur. On découvre ses engagements, sa relation avec sa femme qui est presque au cœur du film, voilà, sa perception du cinéma, etc., etc. Même techniquement, j'ai trouvé le film cool, ça représente parfaitement les années 60, parce que oui, le film se déroule dans les années 60. Voilà, les décors, les costumes, tout ça, et il y a une très belle photographie aussi. D'ailleurs, il me semble que la photographie du film a été nommée au César, elle n'a pas gagné, il me semble, je sais plus. Juste, deuxième truc qui m'a un peu gêné dans le film, la réalisation d'Hazanavicius qui varie un peu trop dans le film, c'est-à-dire que dans un seul et même film, dans Le Redoutable, on a plusieurs types de réalisations différents plutôt. C'est un peu gênant. Au début, on a des scènes en noir et blanc, je pense à la scène de sexe entre Jean-Luc Godard et sa femme, et c'est une scène qui est absolument magnifique en plus, et franchement, c'était vraiment la seule scène qui techniquement sortait vraiment du lot. Donc au début, on a ça, puis on a des textes en plan de coupe, puis on a, je me souviens, il y a une scène où on a eu des couleurs en négatif, en filtre négatif, tu sais vraiment pas pourquoi. Voilà, ça reste un bon film, franchement, et ça reste un film que j'ai vraiment bien aimé, et que je vous conseille évidemment. On passe du coup à la 5e place avec un film que vous avez sans doute vu, le deuxième film OSS 117, le film OSS 117, Rio ne répond plus. Enfin, le meilleur. C'est pas à moi de le dire. Nous sommes à la recherche du même homme, le professeur Von Zimmel. Êtes-vous prêt à faire équipe avec le Mossad? Les services secrets israéliens. Film que j'ai trouvé bien plus agréable à regarder, visuellement parlant, que le premier film OSS 117. Voilà, OSS 117, le carnet d'espion, visuellement c'était basique, niveau photographie, niveau réalisation et tout. Et là franchement c'est beaucoup plus agréable à regarder, niveau des couleurs, niveau de tout ça, c'est vraiment plus quali je trouve. Des acteurs au top, hein, sans faute, honnêtement il n'y a aucun acteur qui est mauvais dans le film. Jean Dujardin est comme d'habitude hilarant dans son rôle qui lui colle à l'impôt, parce que mine de rien, Hubert Bonisseur de la Batte, c'est Jean Dujardin. D'ailleurs, Hazanavicius a toujours dit qu'il avait écrit le personnage de OSS 117 pour qu'il colle à Jean Dujardin, donc c'est vraiment, ça se voit.
Voilà, c'est vraiment les deux mêmes. C'est un film qui est politiquement incorrect, comme le premier d'ailleurs, il est encore plus. C'est décalé, c'est comme le premier film de l'humour, vraiment décalé encore une fois. Et ça marche parfaitement, on parle de nazis, de chinois, de juifs, Enfin, voilà, c'est vraiment un film à prendre au second, voire troisième, voire quatrième degré. Mais contrairement au premier film, aucune scène ne ressort vraiment du lot. Voilà, même la fin, voilà. C'est vrai que la suite reste cool, divertissante et tout, mais le premier film reste meilleur. C'est d'ailleurs ce film-là, OSS 117, le Carnet d'espion, que j'ai mis à la 4e place. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Et toi, tu es quoi, toi? Hein? Toi, qu'est-ce que tu es, toi? Tu es quoi, toi? Silence, l'octave! Une comédie que je trouve terriblement efficace, plus que la suite, vous l'aurez compris. Les films OSS ont très clairement parodié les films de James Bond avec Sean Connery, ou en tout cas surtout les deux films d'Azanavicius, et celui-là, enfin franchement ça marche terriblement bien. Il me semble que Jean Dujardin a été casté pour sa ressemblance avec Sean Connery quand il était jeune, donc voilà, c'est vraiment du James Bond, mais avec de l'humour français au lieu de l'humour anglais. Ça marche terriblement bien, c'est encore une fois politiquement incorrect, c'est très drôle, ça franchement l'humour est très efficace. Il y a un côté vieux film, faux vieux film comme The Artist d'ailleurs. Jean Dujardin très bon, Bérénice Bejo ça va, c'est pas dingue mais ça va. Les autres franchement j'ai aucun souvenir, aucun jeu d'acteur qui m'est resté en tête, même je pense qu'il y a François Damiens dans le film. Pas du tout mémorable, c'est un peu dommage. Il y a des scènes qui servent pas à grand chose, mais en soi le film est vraiment bien rythmé, et pas trop long, c'est agréable à voir, c'est comique, c'est divertissant, etc. Bref, c'est un film d'espionnage et de comédie, c'est pas très étonnant. J'ai l'impression que le scénariste se sert de l'absurdité du scénario pour inclure des trucs qui vont pas trop mais qui se voient pas trop. Donc voilà, c'est un peu dommage. C'est politiquement difficile à comprendre, etc. Donc c'est pas un film parfait, mais encore une fois très efficace et je pourrais évidemment les revoir sans problème. C'est des très bons films, des très bonnes comédies, voilà, surtout encore une fois le Carnet d'espion. Bref, on passe à la 3e place. Pour la 3e place, c'est un film que les gens n'ont visiblement pas aimé et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas ce que les gens lui reprochent, je me suis pas vraiment encore renseigné dessus. Mais franchement, moi je l'ai vu il y a pas très longtemps et j'ai adoré. Franchement, c'est son dernier film qui est sorti l'année dernière, c'est le film Le Prince oublié. J'arrive, princesse! Le prince sauve sa princesse. Jusqu'au jour où... Comment ça, pas d'histoire? Papa, j'ai 11 ans. Je peux me les faire toutes seules mes histoires maintenant, tu comprends? C'est la fin, mon pote. Je pense que c'est le film d'Azanavicius qui a le moins marché, sans doute parce que c'est le film le moins Azanavicius de tous les films d'Azanavicius. Les gens se sont habitués à des hommages aux films d'avant, voilà, de l'humour d'adulte, entre guillemets, des trucs vraiment profonds, j'ai envie de dire. Là, c'est plus un film tout public, limite blockbuster. Et c'est vrai que ça fait pas très Azanavicius. Franchement, moi, tu me montres ce film-là, je suis incapable de te dire ah ouais, c'est Azanavicius qui l'a réalisé. Enfin, si, parce que je le sais, mais sans le savoir, je pourrais pas le deviner. Et personne ne pourrait le deviner, c'est impossible. Je pense que c'est pour ça que le film a un peu moins marché, mais franchement, j'ai trouvé que Michel Hazanavicius s'en sortait terriblement bien, même dans ce genre de film qui ne lui est pas propre du tout. L'univers du prince, par contre, m'a déçu, pas visuellement, pas en termes d'idées et tout, je trouvais ça sympa, mais on n'a aucune explication. C'est juste, vous avez le monde réel, vous avez le monde du prince, et c'est tout. On n'a aucune explication sur est-ce que le monde du prince existe, est-ce que c'est dans la tête de Sofia, de Gibi, on sait pas trop. Est-ce que c'est vraiment un monde qui existe dans le ciel, dans la terre, on sait rien, et c'est chiant. Parce que tu te dis, ouais ok, le film se déroule dans la vraie vie, mais il se déroule aussi dans un monde imaginaire, mais est-ce que ce monde imaginaire existe? Est-ce que... Enfin, voilà, tu te poses beaucoup de questions pendant le film, ou des questions auxquelles tu n'as jamais de réponse. Et c'est un peu dommage. Je vais spoiler, donc n'hésitez pas à avancer la vidéo pour pas vous faire spoiler ou couper le son. La trahison du personnage de François Damiens est ultra prévisible, mais c'est un truc de ouf. Déjà, quand tu vois François Damiens, tu te dis son personnage il est pas net, c'est pas possible que ce soit qu'il soit gentil tout le long. Donc c'est ultra prévisible. Le fait que Gibi lui pardonne direct, c'est incompréhensible. Et le personnage de Bérénice Bejo retrouve son pouvoir pile au moment où il faut, et là non plus ça n'a pas de sens, c'est un peu une facilité scénaristique. C'est un peu les 3 trucs qui m'ont vraiment gêné dans le film. Mais putain, ce film est tellement bon, et franchement j'ai vraiment l'impression que c'est un Pixar en live action, c'est-à-dire que Michel Hazanavicius traite des thématiques vraiment intéressantes, des thématiques pour lesquelles il a accepté de faire le film, c'est-à-dire le rêve de l'enfant, le fait que son père ne veuille
pas la voir grandir, le fait que oui les enfants rêvent mais les adultes aussi, c'est des thématiques, des notions extrêmement intéressantes, extrêmement belles à développer, surtout dans un film pour enfants comme ça. Il me semble que c'est Michel Hazanavicius lui-même qui avait dit dans une interview pour Combini que Pixar c'était des films que les enfants pouvaient regarder en s'imaginant que le film est fait pour eux, et les adultes aussi. Ce qu'ils ont inventé Pixar, quoi. C'est-à-dire que c'est pour les enfants, il y a tout un truc qui est, les enfants ils ont l'impression que tout le film est fait pour eux, mais les parents ils ont l'impression que tout le film est fait pour eux aussi, donc c'est un vrai auteur Pixar, même s'ils sont pleins, c'est un collectif, peu importe. Ils sont très balèzes, très... Enfin bon, c'est tellement cliché de le dire. Et Le Prince oublié, c'est exactement la même chose. Tu vas le montrer à un enfant, il va être émerveillé par les décors, par l'histoire, par tout ça. Tu vas le montrer à un parent, il va se dire « Ah ouais, putain, les thématiques et tout ». Et ça, franchement, j'adore ce genre de film. Et c'est vraiment ce que Pixar fait souvent, et ce que Hazanavicius a fait ici. Visuellement, c'est extrêmement convaincant. Le seul truc qui m'a pas du tout convaincu, c'est les costumes, que je trouve nuls. Mais le reste, les effets spéciaux, les décors, tout ça, c'est magnifique. Voilà, le décor, l'univers, on va dire, le monde du prince. Il y a souvent des plans d'ensemble dessus, des plans aériens fixes, et ça rend parfaitement bien. C'est magnifique, c'est très 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 coloré, c'est vraiment beau, c'est très convaincant. Enfin, franchement, je trouve ça génial. Et encore une fois, tu mets ça devant un enfant, il est émerveillé à vie. Il me semble que les gens n'ont pas été très convaincus par les performances d'acteurs du film. Perso, c'est pas mon cas. J'ai adoré les acteurs dans le film. Omar Sy, cet acteur est parfait, voilà, je suis désolé. Bérénice Bejo aussi, très bonne actrice et très bonne dans le film. François Damiens, pareil. Enfin, c'est du François Damiens, hein, c'est du renouvelé, comme tout le monde en fait dans le film. Omar Sy, c'est un rôle à la Omar Sy. François Damiens aussi, Bérénice Bejo aussi. Enfin bref, ça reste des performances très bonnes. Et les acteurs plus jeunes, j'ai oublié leur nom, sont aussi bons. Ils manquent clairement d'expérience et ça se voit, mais ils sont pas du tout mauvais. Bref, n'hésitez pas à regarder ce film, il est disponible en VOD. Il est très bon, voilà, n'hésitez pas, franchement, j'ai adoré ce film. C'est du grand Hazanavicius, même si c'est pas du Hazanavicius. On passe à la deuxième place. Vous l'attendez ce film, vous attendez que je parle de lui depuis le début de la vidéo. Je m'attendais à ne pas l'aimer ce film, je pensais vraiment que ça allait être un Mank 2.0. Parce que oui, j'ai vu The Artist pour la première fois juste avant de faire cette vidéo. J'avais déjà vu Mank il y a quelques semaines. Et en fait pas du tout, j'ai vraiment adoré The Artist, que j'ai du coup mis à la deuxième place. The Artist, qui a été nommé aux Oscars et qui a tout ravagé aux Oscars en 2012, Oscar du meilleur film, Oscar du meilleur réalisateur, Oscar du meilleur acteur pour Jean Dujardin, et 2-3 autres trucs. Je trouve pas forcément qu'il les mérite, je les aurais pas donnés à The Artist forcément. C'est clairement parce que c'est un hommage au film muet, au film de l'époque, et que ça plaît à Hollywood, ça plaît à l'AMPA. C'est clair que si The Artist avait été en 2.35 ou en 85 en couleur avec des paroles, jamais de la vie il aurait remporté l'Oscar. Même si ça avait été le même film avec la même histoire, les mêmes acteurs, tout ça. Mais ça reste un film très très bon, que je ne pensais pas aimer pour ce que je viens de vous dire, parce que ça restait pour moi juste un film qui rend un hommage au cinéma d'avant, et en fait, pas du tout, c'est un film qui est vraiment bon individuellement. Un hommage parfaitement rendu par Hazanavicius qui assume pleinement son retour en arrière. Les deux acteurs principaux, Jean Dujardin et Bérénice Bejo, ne sont pas du tout mauvais malgré l'absence de dialogue. Voilà, encore une fois, Jean Dujardin mérite peut-être pas son Oscar, même si je l'aime beaucoup, mais reste très bon, et c'est vrai que ils sont la preuve, c'est pas eux les premiers à nous montrer ça, et bien évidemment, mais ils sont la preuve dans ce film que on n'est pas obligé de parler pour faire ressentir des émotions aux spectateurs. Le film est un peu moche, j'avoue, voilà, c'est du noir et blanc, pas extrêmement bien géré, contrairement, encore une fois, à Mank, qui était magnifique visuellement malgré voilà, le fait qu'il n'y ait pas de couleur. L'histoire est vraiment géniale, on nous développe un personnage auquel on s'attache, même si on a envie que les films parlants arrivent, parce que les films parlants, on aime ça. Mais en même temps, on a de la peine pour le personnage principal, dont la carrière est vraiment en train de tomber en ruine à cause de ça. Et donc voilà, c'est intéressant, c'est très intéressant. Sa relation avec Peppy Miller, qui est joué par Bérénice Bejo, très cool aussi. Je précise que ces deux personnages sont complètement fictifs. Bref, très bon film. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, encore une fois, j'avais tort. J'aime pas avoir tort. Et bref, on passe à la première place avec, pour moi, le seul chef-d'œuvre de Michel Hazanavicius. En 7 films, c'est quand même beaucoup, un chef-d'œuvre. Voilà, pour moi, c'est un film en première place, c'est un film absolument parfait, que je vous conseille évidemment.
le film The Search. From the beginning, the testimonies have been about absolutely inhuman violence. Whole villages are being destroyed. Whole families are just wiped out. And then you never know why there's a kid who makes it. Some of them are so little that it's just a miracle sometimes. Comment est-ce qu'on peut passer d'OSS à The Search en gardant le même talent et la même qualité? C'est un truc de fou. The Search, c'est vraiment le film le plus sérieux à 200% de la carrière d'Hazanavicius. Et putain, mais j'ai rarement vu un film aussi poignant, touchant, percutant, enfin c'est parfait. C'est un film sur la seconde guerre de Tchétchénie, c'est une histoire fictive, je précise, de ce petit garçon qui est absolument attachant, même s'il prononce presque aucune phrase dans son film, à la manière de The Artist. La relation avec le personnage de Bérénice Bejo est absolument parfaite, c'est très touchant, et Bérénice Bejo est super attachante dans le film. Et le personnage de Kolia, j'ai rien à dire non plus, très attachant, il évolue parfaitement. Bérénice Bejo absolument excellente, et les deux acteurs qui jouent Hadji et Kolia ne sont pas du tout connus. L'acteur qui joue Kolia, c'est un acteur russe qui a joué que dans des films-séries russes, et l'acteur d'Hadji, c'est un acteur, j'ai oublié sa nationalité, et qui a joué que dans The Search. Et pourtant, ces deux acteurs sont vraiment excellents. Direction artistique très aboutie, c'est très crédible, on s'y croirait vraiment. Voilà, Tchétchénie, une ambiance vraiment macabre, un style visuel terne, triste, réalisation d'Hazanavicius parfaite. Il y a quelques plans séquences, comme c'est souvent le cas dans les films de guerre, on aime bien ça, les plans séquences dans les films de guerre. Il en fait quelques-uns. Il faut qu'on ait plus de films français comme ça, parce que putain ce que ça manque. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube, bref vous connaissez la chanson. N'oubliez pas encore une fois de voter dans les commentaires pour Albert Dupontel ou Xavier Dolan pour la prochaine filmographie de réalisateur. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, d'ici là je vous dis à très bientôt. Salut.